Il y a un sujet que presque tous les entrepreneurs redoutent, le contentieux. Pas forcément parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce que dans la vie d'une entreprise, le risque juridique est partout. Vous avez oublié de mettre un ingrédient. Vous avez oublié une mention obligatoire dans vos conditions générales de vente sur votre site internet. Ça peut être du pénal. Et quand ça arrive, les conséquences peuvent être dévastatrices. Des années de procédure, des sommes astronomiques, et puis aussi une énergie engloutie qui n'est pas dans votre cœur de métier en plus. C'est exactement pour parler de tout ça que j'ai invité aujourd'hui Sylvie Gallage-Alvis. Sylvie est l'une des références européennes du contentieux des produits défectueux. Elle représente ainsi les fabricants de produits, ce compris étrangers, dans leur contentieux en France. Comme on prendrait un consultant pour mettre en place ses fiches de paye, c'est bien de prendre aussi quelqu'un pour revoir juridiquement son site internet, ses contrats, même juste un check en mode vas-y ou n'y va pas, parce que là, il y a tous ces risques-là, en as-tu conscience? Dans cet épisode, réalisé en partenariat avec le cabinet Signature Litigation, elle nous explique concrètement comment anticiper un litige, se structurer et éviter les erreurs les plus courantes. Ce qui m'a frappé chez Sylvie, au-delà de son expertise, c'est sa personnalité, solaire, directe, profondément humaine. Tout le contraire de l'image austère qu'on pourrait avoir d'une avocate spécialiste du litige. J'espère de tout cœur que cette nouvelle leçon vous fera gagner un temps précieux. Bonjour Sylvie et bienvenue sur mon podcast, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci Pauline. Alors, j'ai envie de commencer par la pire des questions, qui est de te demander, de te présenter. Je sais, elle est terrible cette question, mais je trouve ça intéressant. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et m'expliquer en quelques mots qu'est-ce qui t'a amené à diriger Signature Litigation et faire ton activité actuelle? Alors, je suis avocate depuis 19 ans maintenant. Le temps a passé très vite, je dois dire, et je suis spécialisée en contentieux de la responsabilité du fait des produits. En gros, je représente les fabricants de produits dans tous les contentieux qu'ils peuvent rencontrer en France. Et on va y revenir, mais c'est une passion tout simplement parce que ça pousse à connaître plein d'industries différentes, à savoir comment les produits sont fabriqués, à comprendre les pensées derrière les business, comment les chefs d'entreprise pensent l'avenir, pensent leurs produits. Et en tant que chef d'entreprise moi-même, parce que c'est vrai que j'ai monté le bureau parisien donc de Signature Litigation en 2019, c'est très intéressant pour moi aussi parce que je suis aussi dans cette construction d'un cabinet et d'une expertise pour nos clients. Écoute, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée au contentieux? Comment est-ce que tu t'es dit j'ai envie de me plonger dans cette spécialité? Alors, c'est le client qui a fait la spécialité. Je n'avais pas choisi le contentieux. C'est par rapport à un premier stage, premier dossier du contentieux produit. Et je suis tombée amoureuse de la matière, tout simplement parce que je me suis rendu compte que finalement, moi qui avais fait des études de droit très théoriques, je suis quand même passée dans une école de commerce à un moment donné, mais tout était de la théorie pure du droit. Finalement, l'aspect technique, scientifique, même médical dans certains dossiers, m'a passionnée. Et donc, j'ai continué dans cette voie. Bah oui, parce que toi, tu es donc l'une des grandes spécialistes françaises, européennes, même aux États-Unis, maintenant tu es très connue, du contentieux, mais spécifiquement des produits, et notamment des produits défectueux. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Tu aurais peut-être un exemple? Oui, alors prétendument défectueux. D'accord, prétendument, merci de rappeler. En tant que défendresse des fabricants. Oui, il y a plein d'exemples qui sont possibles. Par exemple, un téléphone portable. On va vous dire qu'un incendie a eu lieu dans un appartement. On va vous dire que ça a commencé au niveau du téléphone portable et de sa batterie. Typiquement, mon rôle, c'est d'aller sur place avec mes experts, de déterminer si oui ou non ça peut provenir du téléphone, déterminer après si ça vient du téléphone et de la batterie, pourquoi. Est-ce que c'est un défaut intrinsèque de la batterie ou est-ce que c'est une mauvaise utilisation de la part du consommateur et voir quelle défense mettre en œuvre pour ça. Si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais comprendre en fait le monde du contentieux. Tu sais, on a énormément d'entrepreneurs, de dirigeants, de personnes qui travaillent dans des grands groupes qui nous écoutent et pour lesquels c'est un terme déjà qui fait peur bien souvent et qui paraît aussi parfois un peu théorique. Donc c'est à la fois rébarbatif, en plus théorique. Donc on va se dire qu'on va pas aimer ça. Et pourtant, quand on te connaît, on voit à quel point tu es solaire et à quel point en plus tu es passionné par ton métier. On se dit, il y a forcément quelque chose là-dedans qui fait que c'est différent. Est-ce que tu peux déjà peut-être commencer par me dire le contentieux, qu'est-ce que c'est au sens large? Et ensuite, on va parler de celui sur les produits spécifiquement. Oui, alors c'est vrai que le mot contentieux fait peur.
Et le contentieux en soi, c'est dur. Un chef d'entreprise qui se retrouve pris dans la spirale, j'appelle ça, du contentieux, c'est jamais évident. Le contentieux de manière large, c'est 2 personnes ou 2 entreprises qui n'arrivent pas à s'entendre sur un sujet. Un exemple d'actualité que nous on voit au cabinet, le détroit d'Ormuz est fermé. Les vaisseaux ne peuvent pas passer au travers, donc il y a des délais de livraison. Nos clients vont nous dire, le fournisseur, c'est normal que je sois en retard, on est dans une période de guerre, donc force majeure, je n'ai pas à payer d'indemnité au client final qui devait recevoir mon produit. Le client final, il va vous dire, mais moi j'avais besoin de ces produits parce que ces éléments-là, je vais les intégrer dans un autre produit que je dois livrer ensuite à un de mes clients. Donc vos délais deviennent mes délais et moi je vais me faire pénaliser par le client final. Donc non, ce n'est pas de la force majeure. Trouvez un autre moyen via des camions, c'est pas par ce via détroit, les avions, ouais. pas par ce détroit pour me livrer. Et donc là, la question, ça va être, est-ce qu'on arrive à s'entendre et trouver une solution ensemble, négocier, ou est-ce qu'on va partir en contentieux parce que les sommes sont soit vraiment astronomiques, et dans ce cas-là, ça vaut la peine d'aller au contentieux, ou que vraiment, ça n'arrive pas à s'entendre, ou pour passer un message d'ailleurs de pression. Parce que le contentieux, c'est ça, c'est à la fois le conflit, mais je trouve que le contentieux aussi, on peut le voir comme une opportunité business. Alors, je sais que c'est un peu disruptif de le voir comme ça. Explique-moi ça. Mais je me rappelle, au début de ma carrière, j'ai été détachée chez un client. Il y avait la juriste qui était en congé maternité, donc j'ai eu le bénéfice de la remplacer pendant ces quelques mois. Et c'était un client qui fabriquait des systèmes de climatisation et d'assainissement, notamment pour les hôpitaux et les laboratoires de recherche, pour créer ces fameuses salles blanches. Donc il faut que tout soit parfait. Et tout d'un coup, panne, donc plus de salles blanches, les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner, un désastre. Tout ça sur une région entière. Je me suis dit, en tant que la juriste remplaçante, je vais avec le PDG à cette réunion de négociation parce que lui m'a dit, il faut qu'on négocie, on va pas partir au contentieux parce que niveau réputation, c'est pas terrible. Il est quand même ressorti de cette réunion avec un nouveau contrat. Parce que ce qu'il leur a expliqué, c'est que finalement, ils avaient fourni les produits de climatisation et d'assainissement, mais qu'au fur et à mesure des années, ils avaient perdu le contrat de maintenance, et que si, demain, ils leur redonnaient le contrat de maintenance, il y aurait un prix qui serait fourni, mais surtout, il y aurait un véritable suivi client, une remise en question de la relation client et un rapprochement des 2 entreprises. Et donc, on est sorti de ça, alors qu'au début, on avait un contentieux, une vraie opportunité business. Et je pense que c'est vrai parce que très souvent, quand il y a un contentieux, finalement, il y a les 2 chefs d'entreprise qui vont se parler à un moment donné. Et donc, on remet du business dans ce qui était du juridique. De toute façon, on en discutait avant de commencer cette interview et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais autant envie de t'avoir sur le podcast, c'est que j'ai l'impression que le contentieux, et en particulier sur le produit, c'est probablement, tu vas me dire si c'est vrai, l'une des verticales les plus business et les plus concrètes, en fait, du monde juridique. Tu vois, c'est vrai qu'on est sur quelque chose, en tout cas, de très business. T'es obligé parce que t'as des dirigeants qui se parlent entre eux. Oui, et puis il y a les relations business, fournisseurs, transporteurs, fabricants, in fine, distributeurs, mais il y a aussi la relation business avec le consommateur final, le client, bien sûr. ou le client business si jamais c'est en B2B. Et tout ça, c'est finalement des relations qui pourraient être contractuelles, qui parfois le sont pas, mais qui sont... Les gens ont besoin les uns des autres. Donc le contentieux va faire pression. Parfois, on va jusqu'au bout si vraiment on n'arrive pas à s'entendre, mais on peut aussi en tirer un avantage. Et je trouve ça intéressant et il faut le réfléchir comme ça quand on est un chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout de suite se dire c'est la catastrophe. Il faut essayer de penser un petit peu outside the box. Comment est-ce que je peux tirer de ce problème un avantage, quoi ? Comment est-ce que je peux transformer un vrai désagrément en opportunité ? Et on néglige très souvent aussi simplement les excuses. On parle de relations humaines. Dans le contentieux, il y a de plus en plus, les juges poussent à la médiation, à la négociation entre les entreprises, entouré donc par un médiateur qui est neutre, tiers, qui est censé... Et on se rend compte que finalement, beaucoup de choses se décantent dans ces réunions de négociation quand chacun reconnaît ses torts et s'excuse. Incroyable. Et c'est quelque chose qu'on oublie, je pense, dans le monde des affaires, surtout quand ça devient tendu. Alors que c'est après, à partir de ça, on se dit, mais on travaille ensemble depuis plusieurs années. Ça s'est bien passé jusqu'ici, c'est quand même dommage. Là, il y a un incident de parcours. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Et c'est pas forcément faire un chèque. C'est peut-être faire un autre contrat avec une réduction. C'est peut-être des produits, par exemple dans le domaine des produits gratuits pendant X temps, jusqu'à ensuite vendre une nouvelle gamme. C'est peut-être remplacer une ancienne gamme par une nouvelle avec un prix préférentiel. On peut arriver à énormément de solutions, alors qu'au début, on a un contentieux, on reçoit une assignation, c'est jamais agréable quand on voit un huissier débarquer. Donc au début, on est un peu stressé par tout ça. Ah, tu m'étonnes. Est-ce que tu peux nous parler maintenant peut-être plus spécifiquement du contentieux de produits ? Alors, pas toujours réellement défectueux, mais en tout cas où il y a un risque qu'il soit défectueux. Est-ce que tu aurais un exemple peut-être pour qu'on visualise un cas ? À quoi ça ressemble ? Alors, il y a plein d'aspects au contentieux produit et ça s'est énormément développé ces dernières décennies et je vais t'expliquer pourquoi et comment. Le contentieux classique, on va dire, c'est par exemple le robot ménager de cuisine qui, tu fais une soupe, tout d'un coup, le couvercle explose, la soupe déborde, ça te brûle sur le visage, etc. Au moins, ça te découpe pas. La question, non, j'ai pris un exemple un peu moins compliqué. Voilà, là, c'est contentieux produit. Pourquoi est-ce que ce produit a eu cette réaction-là ? Et donc là, c'est le consommateur qui se retourne contre le fabricant. Exactement. Donc ça, c'est un peu le dossier, j'ai envie de te dire, classique. Le consommateur insatisfait qui a un dommage corporel ou mobilier qui lui arrive, va se retourner contre le fabricant et demander une indemnisation. Ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est également des contentieux liés aux populations qui vivent à côté des industriels, donc des usines de fabrication, ou même les salariés qui travaillent dans ces usines de fabrication et qui nous disent « Vous utilisez des produits chimiques dans le processus de fabrication. Je suis stressé, je suis anxieux de développer une maladie dans le futur liée à l'utilisation de tout ça. » C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a pu voir dans des films comme Erin Brockovich, des class action à l'américaine et qui sont en train d'arriver massivement en France. Complètement. Donc là, on a l'exemple parfait qui est l'amiante, qui dure depuis déjà une vingtaine d'années, mais qui a complètement chamboulé le droit. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être très technique, mais a complètement chamboulé le droit de façon à permettre aux personnes d'être indemnisées, parce que sinon le droit était trop strict. Ouais. Et maintenant, on le voit, nous on voit les dossiers de pollution de l'air, de pollution de l'eau. On parle beaucoup en ce moment dans les médias de tout ce qui est produits chimiques éternels, les PFAS, donc il y a ça. Et puis toute pollution, quelle qu'elle soit, donc les gens sont inquiets, que ce soit dans le processus de fabrication ou sinon dans le produit final. On parle aussi des produits cosmétiques qui peuvent contenir par exemple du plomb, ça c'est l'exemple classique. On peut penser à des produits alimentaires qui malheureusement, on a eu ces exemples-là récemment dans les médias. On pense au lait infantile, on pense à la pizza contaminée, on pense au fromage, etc. Tout ça, c'est aussi des choses qui peuvent créer... Ça nous touche tous en plus au quotidien quand même. C'est très concret comme matière. Ouais. Et puis après, on a aussi, et alors là c'est autre chose, parce que dans le pan du contentieux produit, mais qui je pense intéresse au-delà des fabricants, c'est les contrôles des autorités et les enquêtes des autorités. Alors vas-y, raconte, c'est quoi ? Alors, on a plein d'autorités de contrôle de surveillance du marché en France. Il y en a spécialisées dans les produits, mais il y a aussi, donc ça c'est la DGCCRF, c'est la direction des fraudes. Mais par exemple, sur une cyberattaque ou le contrôle des données personnelles, c'est la CNIL. Il y a aussi sur l'environnement, il y a sur les délais de paiement, il y a sur absolument toute la vie des affaires d'une entreprise est contrôlée à un moment donné par une autorité. Et les autorités aujourd'hui françaises sont très actives. Et elles vont enquêter avec un risque ici de responsabilité pénale. Vous avez un problème d'étiquetage, c'est de la responsabilité pénale. C'est-à-dire qu'en dirigeant, c'est pénalement responsable. Exactement. Vous avez oublié de mettre un ingrédient. Vous avez oublié une mention obligatoire dans vos conditions générales de vente sur votre site internet. Ça peut être du pénal. Donc évidemment, on va négocier avec les autorités. On va essayer de faire en sorte de pas finir en prison. On va aussi mettre fin à la non-conformité, etc. Ouais. Mais il faut se rendre compte que c'est devenu quelque chose depuis le Covid. En réalité, les autorités étaient déjà actives avant. Le Covid, moi, ce que j'ai vu avec le confinement, c'est qu'elles sont commencées à s'intéresser énormément aux sites internet, parce qu'on pouvait pas, les agents non plus pouvaient pas sortir de chez eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont contrôlé ? C'est tous les sites internet, toutes les conditions générales de vente, etc. Ils ont développé des vrais outils pour repérer les erreurs. Et ensuite, ils toquent à votre porte et ils vous disent « Mais vous vendez à des consommateurs, vous n'avez pas prévu un délai de rétractation.
Vous vendez à un consommateur, vous n'avez pas mis toutes les mentions obligatoires dans vos conditions générales de vente où il faut littéralement reproduire certains articles du Code de la consommation que personne, à part les avocats, ne comprennent. Mais il faut que ça y soit. Vous êtes un fabricant, vous n'avez pas fait tel test sur tel produit et donc du coup, vous n'êtes pas conforme. Et alors du coup, comment est-ce qu'on fait quand on est chef d'entreprise, entrepreneur ? Est-ce que tu aurais des conseils un peu pratiques de réflexes ? Il y en a beaucoup qui m'écoutent sur le podcast. Et c'est vrai, quand on t'écoute là, on a presque déjà une phobie administrative à ce stade, si tu veux. Parce qu'on se dit, mais en fait, que dois-je faire ? Et donc, quelles sont peut-être les mesures, tu vois, de base qu'on peut prendre pour sortir en fait de ces situations ou surtout pour ne pas y rentrer ? Je pense que la première chose, c'est de contractualiser. Donc ça, on sort du domaine produit, mais il faut contractualiser toutes vos relations avec les fournisseurs, avec le transporteur, avec les clients, même si on ne demande pas à avoir des contrats de 150 pages. Contractualisation pour un client, c'est même juste des CGV, en fait. Exactement. Mais il faut les contractualiser en connaissant son business. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce qui est au cœur de votre business ? Si c'est cosmétique, vegan ou naturel bio, ce qui est important, c'est de vous assurer que c'est bien le cas. Donc, votre contrat avec votre fournisseur d'ingrédients bio, il doit être béton sur cet aspect-là. Oui, parce que on peut en fait se tromper. Oui, on peut se tromper. C'est-à-dire, en toute bonne foi, un entrepreneur peut vendre un produit cosmétique vegan et en fait se rendre compte que peut-être son sous-fournisseur n'a pas tout à fait bien fait les choses. Sauf qu'il faut qu'il puisse se retourner contre lui si jamais sa responsabilité est engagée. Et c'est ça tout le problème, c'est que très, très souvent, et c'est naturel, aujourd'hui sur Internet, vous avez des milliers de contrats types. On peut en trouver toutes les sauces. On peut utiliser les contrats types, mais il faut les relire en connaissant en déterminant quelles sont les conditions essentielles pour soi. D'accord. Te baquer vraiment sur les points clés pour toi. Je transporte de la marchandise qui doit être transportée d'une façon spécifique. On parle de bijoux pour toi. J'imagine bien que on va pas mettre ça dans des sacs plastiques dans un camion. Il y a une façon de transporter des très beaux bijoux. Ça, du coup, c'est essentiel pour toi. Donc, il faut que dans tes contrats avec les transporteurs, déjà, tous les aspects vol potentiels, il faut les prendre en compte. Et assurance, on en prend. Exactement. On y réfléchit. Mais aussi, il faut faire comprendre à son contractant que ça, c'est une obligation essentielle pour qu'il ne puisse pas venir dire après « je n'avais pas compris » ou « ce n'est pas ce qui est marqué dans le contrat ». Et donc, contractualiser en connaissant son business, ça, c'est absolument clé. Mais c'est très intéressant, je me permets de t'interrompre, juste parce que c'est vrai que c'est pas la manière classique dont un avocat va parler, puisque bien souvent, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir l'image de l'avocat, tu sais, un peu procédurier, quoi, finalement, qui va te dire, il faut des contrats, et en fait, qui va se baquer sur tout. Toi, si je comprends bien la manière dont tu le dis, c'est, il faut se baquer, mais sur les trucs qui comptent vraiment pour toi. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi à côté, mais disons qu'en fait, il faut plutôt mettre son énergie sur les aspects qui sont intrinsèquement importants à ton business. À la rigueur, sur le reste, tu passes pas trop de temps dessus. Oui, et puis vous pouvez pas, un avocat qui vous dit que vous pouvez vous battre sur tout dans un contrat, c'est pas possible. Il y a deux parties déjà, et chacun va avoir ses conditions essentielles, et forcément il va y avoir des compromis. Sinon, il n'y a pas de relation contractuelle, on n'y arrive pas dans un business si on vient tout imposer, à moins d'être en position dominante absolue, et encore. Après, vous êtes sanctionné par les autorités de ce fait, vous ne pouvez pas. Donc, listez ce qui est important pour vous, en espérant que ce n'est pas les mêmes choses importantes pour l'autre, mais au moins vous savez sur quelle clause vous n'allez pas flancher. Donc, clarté dans un contrat. Voilà. Super intéressant. Autre chose ? Je pense qu'il faut aussi connaître son interlocuteur. D'accord. Il ne faut pas, tu le disais, le même contrat pour son fournisseur que son consommateur. Donc ça, il faut bien regarder quelle est la législation, qu'est-ce qui est obligatoire. Il y a des sites internet pour ça, même des autorités. Je parlais de la DGCCRF, donc la Direction Générale des Fraudes. Ils ont un site internet où il y a multitude d'informations sur les clauses obligatoires dans les contrats en fonction des différentes parties avec qui vous contractez. Et c'est super parce que au moins, ça permet de faire un petit check. Parce que on va en parler, on n'est pas forcément effectivement, on peut pas toujours prendre un avocat pour absolument chaque étape qu'on va prendre. Donc ça, pour moi, c'est important. J'ai un exemple assez concret où je me suis dit, mais c'est dommage qu'il ait signé ce contrat. C'est une société de cosmétiques qui se lançait et qui, pour se lancer pour sa com, a eu besoin d'influenceurs.
Et donc, elle a fait un contrat en plus exclusif avec une agence qui met en contact avec des influenceurs. Ok. Sur le papier, très bonne idée. Bon. Sauf que finalement, les influenceurs en question n'étaient pas vraiment les types d'influenceurs qu'ils souhaitaient, mais parce que dans le contrat faisait 3 pages et il n'y avait pas marqué ce qui était essentiel pour la marque en termes de messages et de type d'influenceurs qui devaient être utilisés. Donc, ils ont commencé à prendre leurs propres influenceurs. Et bien là, l'agence, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est pas vrai. Directement, un contentieux en disant manquement à l'obligation d'exclusivité, vous allez utiliser d'autres influenceurs, on le voit partout sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, dans leur contrat... Ils leur ont pas passé un petit coup de fil d'abord pour leur dire quand même c'est pas très fair-play ? Non. Bon. Mais c'est surtout que leur contrat était extrêmement bien ficelé à l'agence en question, où il y avait des pénalités de 10 000 euros à tout va sur chaque chose qui n'était pas respectée. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Ben là, on essaie de négocier. Ah oui. C'est parce que il faut dire les choses à son client aussi. Sur cet aspect-là, c'est très compliqué de mettre en œuvre une défense. Aller expliquer à un juge, cet influenceur-là, franchement, c'était pas le bon. Voilà, c'était plus cette influenceuse-là qui pouvait mieux vendre ses produits cosmétiques. Ça va être compliqué à faire passer. Mais c'est dommage parce que s'il avait fait revoir par n'importe quel juriste, je dis même pas un avocat, mais ce contrat-là, il se serait rendu compte que c'était très disproportionné. Et en plus, après, quand on a recherché un petit peu, et beaucoup d'agences d'influence sont comme ça, en fait, c'est un business plan d'avoir des contrats très durs pour ensuite aller essayer de récupérer des indemnités. Ouais. Donc là, typiquement, ils n'ont pas fait attention à ce qui était au cœur de leur métier, au cœur de leurs usages et qui était leur interlocuteur. Après, il y a beaucoup de très bonnes agences aussi, mais c'est vrai qu'il faut se méfier. Et ce que tu dis, c'est que du coup, le diable est dans les détails et que même une petite clause comme ça, qui paraît innocente, en plus d'un contrat avec une agence d'influenceurs, enfin, tu te dirais vraiment pas que c'est là où tu vas avoir un risque élevé, quoi. Et ça peut arriver assez vite. C'est le problème que moi je vois dans mon métier, dans ma position, c'est que on lance son entreprise, on est très enthousiaste, on a plein d'idées, on s'entoure, ce qui est aussi quelque chose, ça a des coûts, et on se dit que tout va aller bien. On est en fait dans le process d'innovation, de lancement, positif. Mais on ne se rend pas forcément compte que derrière, il peut y avoir les conséquences négatives liées à ce qu'on signe et à ce qu'on fait. Et généralement, c'est vraiment la douche froide. Donc, se faire accompagner à ce moment-là, c'est indispensable. Mais c'est vrai qu'on peut essayer de l'anticiper. Comme on prendrait un consultant pour faire vérifier la formule scientifique d'un produit, comme on prendrait un consultant pour mettre en place ses fiches de paye, son process interne de facturation, c'est bien de prendre aussi quelqu'un, soit en interne, si on en a la possibilité, soit en externe, pour revoir juridiquement son site internet, ses contrats, même juste un check en mode « vas-y » ou « n'y va pas ». Parce que là, il y a tous ces risques-là, en as-tu conscience ? Et alors ça, par exemple, si on est concret, je sais que vous le faites pour des très grands groupes, des très grosses boîtes et voilà, des très grosses entreprises. Mais est-ce que même quand on est jeune entrepreneur en train de se lancer ou une PME, tu vois, qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, est-ce qu'on est susceptible de venir vous voir et de demander, tu vois, ce genre de prestations ? Et si oui, combien ça coûte ? Alors oui, on le fait parce qu'on aime bien faire le préventif. Et nous, on fait aussi tout ce qui est aspect réglementaire en anticipation. Avant tout contrôle, on aime bien ça. Donc, on revoit par exemple les étiquettes de produits, etc. On aime bien le faire. C'est pas notre effectivement cœur de clientèle, mais on aime bien le faire pour, par exemple, les produits innovants ou même des entreprises. Juste les chefs d'entreprise nous inspirent ou leurs projets nous inspirent. Donc, on va les assister. Et sur ça, on fonctionne au forfait. Alors, les cabinets d'avocats, tous, on vous parle des taux horaires. À chaque fois, ça paraît beaucoup trop cher, etc. Et effectivement, pour moi, ça fait pas sens d'appliquer un taux horaire pour ce type de prestation. Et on peut le faire, on le fait. Alors, ça dépend de la complexité du produit, ça dépend de la complexité de la question, mais nous, on a fait des accompagnements de PME entre 2 000 et 6 000, 10 000 euros selon la spécification. Donc, ça reste... Alors, je sais que c'est de l'argent, mais pour moi, pour un business, ça reste un coût de prévention qui est dérisoire par rapport à ce qu'une procédure ensuite peut coûter. Franchement, c'est même pas que c'est dérisoire, c'est qu'en fait, vu ce que ça peut te coûter, parce que là, tu parlais d'argent, mais en temps,
en émotionnel, en coût d'opportunité de choses que tu ne fais pas, parce qu'on n'en parle pas, mais le temps que tu passes, on va en parler après, sur un contentieux, c'est du temps en tant que dirigeant aussi que tu ne passes pas, en tant que dirigeant et tout ton comex et toute ton équipe, que tu ne passes pas sur autre chose. Donc franchement, pour moi, désolé, mais pour quelques milliers d'euros, même si c'est de l'argent, effectivement, si ça te fait gagner littéralement des mois, et je pense à pas mal de cheveux blancs en moins, c'est quand même mais on pense pas essentiel. au préventif. Très rarement, parce qu'on n'imagine pas le pire. Ça, c'est notre métier à nous. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit on pense à l'avocat, on pense tout de suite au coût, on a une image un peu, je pense, dénaturée des choses. C'est pour ça que le forfait, je trouve que c'est une très bonne idée, parce qu'au moins, du coup, tu sais que tu n'as pas de surprise, quoi. Le forfait, c'est la bonne solution, à mon sens, pour ces choses-là. Et ça permet aussi d'avoir une prévisibilité, parce que je pense que c'est ça aussi qui peut parfois faire peur avec notre métier. C'est que comme tout peut partir dans toutes les directions, notamment dans le contentieux, la prévisibilité des honoraires peut être un vrai sujet. Dis-moi, c'est quoi l'organisation que tu recommandes à mettre en place dans une entreprise ? Et alors peut-être que je vais te poser la question à la fois pour une petite entreprise et ensuite bien sûr pour une entreprise plus structurée qui aurait peut-être déjà un service juridique. Alors dans l'idéal, c'est d'avoir un juriste en interne. Un juriste en interne qui donc a fait des études de droit, n'est pas forcément avocat, parce qu'on va pas partir sur le parcours des études de droit, mais un juriste qui est, et pour moi, c'est essentiel même dans une grande entreprise, à 100% intégré avec le reste des équipes. Il n'est pas dans son coin pour juste revoir des contrats, revoir des accords transactionnels et autres. Il comprend le business, il est dans le business et il est là pour les aider. Donc, une nouvelle idée, la réponse, c'est pas non. C'est, on va chercher cette solution numéro 1, elle a tel risque, cette solution numéro 2, elle a tel risque. On va voir. J'avais l'exemple à une époque où il y avait un fabricant qui avait décidé de monter des alarmes incendie qui faisaient aussi l'alarme au CO2. Figure-toi qu'à l'époque, il y avait une réglementation pour alarme incendie et une réglementation séparée pour alarme CO2, mais il n'existait pas une norme qui permettait de faire les deux dans un même produit. Et c'était même interdit. C'est pas vrai. Parce qu'il y avait des clauses qui se contredisaient entre les deux normes. Le juriste, s'il vient dire dommage, tout votre projet va tomber à l'eau. Vous ne pouvez pas lancer votre boîte. C'est pas possible, exactement. Donc là, il faut quelqu'un qui va comprendre toute la technologie pour ensuite faire changer les aspects techniques pour qu'ensuite on puisse aller voir les autorités et négocier d'avoir ça. Mais donc il faut quelqu'un en interne. Ouais, et puis comme tu dis, il faut quelqu'un en interne et puis il faut choisir quelqu'un, ou en tout cas former cette personne pour que, comme tu dis, elle comprenne le business, parce qu'on a tous un peu quand même cette image de l'avocat qui, c'est pas qui pinaille, c'est qu'en fait, il veut border tous les risques, mais c'est impossible en fait, et surtout quand on entreprend, tu le sais parce que tu es chef d'entreprise, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que tu fais aussi bien ton métier, c'est que tu as les deux casquettes, parce que c'est vrai que quand tu es uniquement dans l'optique du respect du droit et de toute la législation, surtout en France, je crois qu'on peut se le dire si on n'est pas langue de bois, franchement c'est impossible, donc tu es obligé de faire des arbitrages quand même à un moment donné, mais le rôle du juriste c'est t'aider justement en comprenant la partie business. Et alors quelle est la différence avec passer par un cabinet d'avocat? Pourquoi est-ce que parfois on passe par son juriste tout simplement en interne, ou on le fait soi-même en tant qu'entrepreneur, parce qu'en fait en tant qu'entrepreneur on apprend toujours un peu le droit, on est obligé, et quand est-ce qu'on va te voir par exemple? C'est quoi la différence? Alors, je pense que la différence, c'est quand on voit que le sujet est sensible ou qu'on ne trouve pas la réponse, on va dire, entre guillemets, facilement. Je dis souvent que quand on pense qu'on va trouver la réponse en 1 heure, on peut le faire soi-même. Si c'est plus long, on va voir un avocat. Mais il faut aussi s'éduquer. C'est-à-dire que quand on est chef d'entreprise, moi j'ai réalisé ça en montant le cabinet, alors que je suis dans le milieu du droit, j'ai découvert 1 million de réglementations dont je n'avais aucune connaissance pour ne serait-ce que le droit du travail, la sécurité au travail, des choses, on n'y pense pas parce qu'on est dans son domaine, on fait son métier et puis tout d'un coup on doit diriger une entreprise qui n'a rien à voir. Et je me suis mise à suivre sur les réseaux sociaux, déjà d'autres dirigeants, mais aussi les autorités dont je te parlais, pour voir un petit peu ce qui était récurrent. Ah, intéressant. Et donc, par exemple, si on suit, je reviens toujours à la DGCCRF, mais c'est pareil pour la CNIL, pour les données personnelles, on commence à voir des nouvelles en disant telle société est sanctionnée, telle sanctionnée pour tel sujet, où l'autorité s'intéresse à ça. On commence à se développer une culture un petit peu des risques juridiques qui existent, ou en tout cas des sujets qui titillent les autorités, les consommateurs.
Et c'est là qu'on va regarder, on va se dire, est-ce que vraiment je suis bien protégée dans mon organisation actuellement ? La réponse est souvent non. Ouais. Et c'est là qu'il faut aller voir un avocat. Pour moi, c'est quand on sent que le vent tourne. Ouais. On peut voir, par exemple, sur la DGCCRF, moi, ça me fascine. Depuis des années, il y a un onglet spécifique délai de paiement. Ouais. Si vous ne payez pas dans les 60 jours, vous pouvez avoir un contrôle des autorités qui vous sanctionne et vous met une amende parce que vous n'êtes pas un bon payeur de vos concontractants. Mais de ceci vos dit, fournisseurs. il y a une loi qui était passée là-dessus Exactement. il y a quelques années. Ouais. Et ça peut aller jusqu'à 2 millions d'euros. Ah oui. Bon, après, Voilà. ça dépend de... Ça dépend de la taille, du nombre de factures. Mais ça, pour moi, si on a une culture juridique, qu'on suit cette autorité, etc., on sait en tant que dirigeant, les délais de paiement, on va aller poser en interne la question, est-ce que j'ai les bons process ? Est-ce que j'ai le bon suivi ? Est-ce que tout va bien ? Ou pas ? Et dans ce cas-là, on va voir un avocat pour s'assurer que son process est OK. Si on revient au sujet du contentieux produit, je voulais réfléchir quand même à comment est-ce qu'on peut s'organiser quand on est une petite structure. Oui. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être récemment lancé leur boîte ? Est-ce que déjà c'est uniquement sur un produit ? Est-ce que c'est sur un service aussi ? Et comment est-ce qu'on peut commencer à y réfléchir et s'organiser ? Donc d'un point de vue juridique, à mon sens, il faut se faire accompagner. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret. On peut regarder ce que font les concurrents. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils font... Tu veux dire regarder les CGV exactement. Des concurrents. Aller voir les CGV des concurrents, aller voir ce qui se fait, les contrats types, etc. Mais il faut l'adapter à son propre business. Et il faut l'adapter aussi, on ne sait jamais. Il peut y avoir des vraies erreurs chez les concurrents dont ils n'ont pas connaissance. Donc, je pense qu'il faut aller interroger les avocats et il faut leur demander des forfaits. On en parlait. Il faut oser demander les forfaits. Vous savez, quand il y a eu toute la mode des nouvelles startups, des licornes, etc., il y avait aussi, et il existe des cabinets qui font ça, nous, on l'a fait aussi, mais il y a d'autres cabinets qui peuvent le faire. Ils avaient développé tout un process où ils assistaient gratuitement les startups pour les mettre en place, leur statut, les incorporer, etc., avec la promesse que si ces startups deviennent un jour florissantes, ils deviennent leurs avocats. Ouais. Oser demander. Je pense que c'est quelque chose où il y a trop d'idées reçues. Beaucoup, hein. Et il faut oser demander. Il faut aussi, c'est comme quand on va aller vendre, on essaie d'obtenir son crédit à la banque. Il faut aussi essayer de vendre son projet aux autres. Il y a beaucoup d'avocats passionnés. Et vous savez jamais, c'est aussi une aventure humaine. Et se faire accompagner, avoir quelqu'un qui croit en vous, aussi d'un point de vue juridique, je trouve que c'est quand même quelque chose de beau et que nous, on essaye de faire. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont devenus des amis aussi, alors de grandes entreprises ou de PME, mais parce que quand vous êtes passionné par votre projet et que vous arrivez à le vendre aussi à un avocat, il sera ravi de vous accompagner. Et puis, il faut le dire, c'est des aventures humaines, en fait, quand même, ce genre de choses. C'est-à-dire que quand tu as un contentieux avec un avocat, tu as quand même un peu l'impression de partir en guerre, honnêtement. Hein. C'est une bataille, en fait. Et tu vas passer ta vie avec. Et tu passes ta vie avec, et c'est stressant, et tu essayes de te dire, mais comment il va réfléchir, etc. Donc oui, c'est sûr que ça crée des liens, enfin, c'est indéniable. Ça crée des liens. Au début, c'est difficile parce que vous avez un tiers qui arrive et qui dit, je veux tout savoir. Je veux voir tous les documents, je veux voir toute la vie de l'entreprise. C'est dur d'avoir quelqu'un qui va aller en plus rétrospectivement avec sa loupe en disant mais pourquoi tu as fait ça et ça et ça et ça. C'est difficile. Donc après, aventure humaine, empathie aussi. Et on comprend, il faut comprendre le business, rien n'est parfait. Ouais. Et ensuite, oui, c'est vraiment un accompagnement au jour le jour. Il y a des périodes difficiles. Vous allez à une réunion avec les autorités qui vous menacent d'une potentielle responsabilité pénale, c'est pas agréable. Donc, il faut avoir une pleine confiance, l'avocat dans son client, le client dans l'avocat, et se préparer au mieux, tout se dire, et même les choses qui font peut-être pas plaisir, il faut se les dire. Comme ça, l'accompagnement, il est vraiment personnalisé et on avance ensemble. Et même une autorité ou un juge qui voit qu'il y a une connexion, qu'il y a un sérieux, qu'il y a une connaissance aussi de l'avocat, de son client, des choses, il va juger très différemment que juste un dossier parmi d'autres. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour choisir son avocat ? Comment est-ce qu'on sait si c'est le bon ou pas pour nous ?
J'ai envie de dire que c'est complètement humain. C'est comme un entretien d'embauche quand on cherche quelqu'un. Il faut d'abord trouver une spécialité. Moi, par exemple, je fais pas de propriété intellectuelle. Donc demain, il y a un problème de brevet ou autre, je ne sais pas faire. Pareil, droit du travail pur, je ne sais pas faire. Donc pour ça, il y a Internet, mais il y a aussi des classements de cabinets d'avocats. Et puis il y a le bouche à oreille. Recommandations. Voilà, il faut demander aussi autour de soi. Et il faut choisir dans la spécialité. Et alors, ce que je fais souvent, et je trouve que il faut essayer aussi de le pousser, c'est évidemment, vous n'avez pas demandé lors de la première heure une consultation juridique complète. Voilà, ça n'arrive pas. Mais quand vous interviewez l'avocat, il faut aussi qu'il vous donne d'ores et déjà des pistes. S'il vous donne déjà des pistes au bout d'une heure, la première heure où il vous rencontre, ça veut dire qu'il connaît le dossier, qu'il connaît sa matière. Et il faut aussi voyez s'il vous dit que des choses qui vous font plaisir ou pas. Parce que généralement, quand il y a un contentieux, il y a des choses qui font pas plaisir, qu'il faut dire. Il y a des vraies réalités. Donc, il faut choisir son avocat à la fois par rapport à sa spécialité, par rapport à sa personnalité. Vous avez le droit d'en changer aussi, hein, c'est comme tout. Et après, il faut aussi mettre des règles. Comment vous voulez communiquer ? C'est très différent selon les personnes. Un directeur juridique d'un grand groupe, très souvent, moi, va me dire, je dois faire un rapport au board. Voilà le format des slides à préparer. J'ai besoin de ça. Ça, pour moi, c'est important. C'est ma façon de communiquer. Très bien, on le fait. Pour un chef d'entreprise d'une PME, c'est pas ça qui va... C'est d'avoir plus un suivi au quotidien, rassurer, dire que c'est normal qu'on n'ait pas de nouvelles du juge pendant X mois, voire années. Et c'est cette communication-là. Et ça, vous avez le droit, comme dans toute relation, de dire à votre avocat, c'est comme ça que je veux travailler, est-ce que ça vous convient ? Et mettre ça en place. Tu as évoqué le temps. On ne se rend pas forcément compte. Ça dure combien de temps un contentieux ? C'est variable, mais tu peux nous donner une idée ? Ouais. Le temps de la justice n'est pas le temps du business, ça c'est sûr. Généralement, je dirais, ça dépend des villes aussi, hein, des juridictions évidemment, à Paris, à Lyon, dans ces grosses... Marseille, ça dure plus longtemps, mais mon expérience, au moins 5 ans, parfois 10, parce qu'il y a plusieurs degrés de juridiction. Donc on va commencer au niveau du tribunal en première instance, première chance. Si ça ne plaît, ça met au moins 3 ans. Si ça ne plaît pas, il peut y avoir un appel, donc on recommence pendant 2-3 ans. Si ça ne plaît toujours pas, on peut aller au niveau de la Cour de cassation ou au Conseil d'État en administratif pour discuter de la règle de droit, qui peut ensuite renvoyer une autre cour d'appel, qui peut ensuite renvoyer la Cour de cassation. Donc c'est long, c'est assez épuisant. En termes de charge mentale pour le client. Moralement, c'est dur. Puis tu te sens un peu, désolé, traîné dans la boue quand même. Oui, totalement, parce que les écritures adverses, c'est écrit aussi horrible. Par des avocats. Ça va être effectivement dans un extrême, l'autre extrême. Et moi, je suis convoquée aujourd'hui pour des audiences en 2029 d'actions qu'on lance aujourd'hui. Donc ça, faut quand même avoir le cœur bien accroché. Et quand tu rentres dans un contentieux, je pense que les gens se rendent pas toujours compte du temps que ça va prendre. Ils s'en rendent pas compte et c'est pour ça que je sais qu'au début, moi, je demande toujours, c'est quoi votre relation avec cette personne ? Est-ce que c'est une personne importante pour vous d'un point de vue business ? Est-ce qu'on peut pas trouver une solution business, une négociation ? J'ai eu des réactions des fois de clients qui me disaient, mais en fait, vous voulez pas vous battre ? Et je fais, si, moi je suis prête, il n'y a pas de problème. J'adore le tribunal, j'adore aller plaider, c'est ce qui me fait vivre, et puis c'est ce qui me fait vibrer. Mais pour votre situation-là, est-ce qu'on ne peut pas essayer autre chose ? Même de manière complètement détournée. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'accepter et essayer. On n'a rien à perdre parce que ça reste dans un cadre strictement confidentiel, ça ne sera jamais raconté au juge, il ne saura jamais quelles propositions ont été échangées. Et donc après, au moins, vous pourrez vous dire, on a essayé. Et ça revient, c'est serpent qui se mord la queue, à ce que je te disais au début. Très souvent, finalement, quand chacun accepte qu'il a potentiellement fait des erreurs, ou qu'il y a une faute à pas de chance, ou qu'il y a des excuses, on peut arriver à quelque chose. Donc toi, tu trouves que cette anticipation et le fait d'éviter le conflit en trouvant des solutions créatives via des négociations, via des deals, en fait. C'est pour ça qu'on disait que c'est très business, tout ça. C'est finalement une très bonne solution, en fait, à la fois pour des grands groupes, mais aussi pour des PME. Finalement, ça retrouve tout le monde. Totalement. Et puis même en termes de charge mentale, tout le temps que va passer le dirigeant
ou ses équipes sur le dossier, à nous envoyer les documents, à répondre aux pièces adverses, à retrouver dans les archives, à venir à l'audience, etc. C'est dur à recevoir aussi les factures tous les mois. C'est pas évident pour quelque chose qui vous ennuie. Et j'ai envie de dire, on peut aujourd'hui, à mon sens, régler de manière intelligente les conflits entre sociétés. Et il vaut mieux le faire parce qu'il y a d'autres conflits qu'on peut pas gérer de cette façon-là. C'est le cas, par exemple, des enquêtes des autorités. On peut négocier, mais parfois ça va très loin et on a moins la main sur ce qu'on peut obtenir. Et alors ensuite, les consommateurs, les ONG, ça c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, les ONG aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'elles recherchent. Elles recherchent une atteinte à la réputation, de la médiatisation. Et donc, négocier demain un accord transactionnel confidentiel, on n'y est pas encore. C'est dangereux même. Oui, exactement. J'imagine que ça sort ensuite dans Mediapart le lendemain. Voilà, donc il vaut mieux essayer de gérer de cette façon-là un contentieux qui sinon peut durer pendant 5-10 ans. Et s'il faut se battre, plutôt choisir les dossiers où là, il n'y a pas trop le choix. Est-ce que tu as déjà eu un cas d'une affaire jouée à l'échec ? Tu le dis à ton client en amont ? Ah oui. Je lui dis tout de suite. Il y a des domaines où on peut le prévoir, tout simplement, soit en regardant simplement le contrat, soit en regardant la jurisprudence. On le sait. Et tu lui dis stop, arrêtez les dégâts, quoi. Exemple, rupture brutale de relations commerciales. Demain, tu veux arrêter ton contrat avec une entreprise avec qui tu travailles. Maintenant, la réglementation dit que si on donne 18 mois de préavis, c'est raisonnable. Ça paraît énorme dans le point de vue business, à chaque fois c'est la même réaction. Je sais que si tu lui as donné 1 mois alors que ça fait 10 ans que tu travailles avec, ça va être très 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 compliqué. Et ça va directement être dit. Après, la solution, c'est peut-être que justement, on a envie de lui faire un chèque, mais on ne veut vraiment plus travailler avec. Très bien. Mais je dis tout de suite la réalité des choses. Et surtout parce qu'il faut prévenir au-dessus, ou en tout cas, sinon provisionner. Même pour une entreprise, quelle qu'elle soit sa taille, il faut prévenir son assurance que les chances de succès sont faibles. Il n'y a rien de pire que de perdre de haut. Tu m'avais dit qu'en parallèle de tout ce que tu fais, alors déjà tu diriges quand même cette entreprise, tu es toi-même avocate, tu t'amuses quand même, c'est plus qu'un amusement, à écrire des posts sur LinkedIn notamment, qui est aussi l'un de mes canaux de prédilection, le lundi, les Monday Posts, sur ton métier en fait et sur ta passion pour le contentieux en produits. Qu'est-ce qui aussi t'a pris ? Pourquoi tu t'es dit que tu avais envie d'en parler plus ? Alors, au début, c'est arrivé parce que le lundi matin, j'en avais marre de voir les nouvelles et de voir que des mauvaises nouvelles. Je me disais, il faudrait un petit peu de positif. Tu sais que mes épisodes de podcast sont aussi diffusés le lundi matin, notamment pour ça. Parce que je me dis quand même, pour avoir un peu de pêche en début de semaine. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Et en plus, moi, quand je suis l'actualité, c'est vraiment les actualités d'entreprise et c'est rarement des bonnes nouvelles. Et donc, je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut quelque chose d'un peu joyeux, de positif, et puis aussi donner envie aux plus jeunes de continuer la profession d'avocat, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui partent de notre profession, et aussi donner une autre image, casser un peu cette idée que je te disais, on est un peu inaccessible, trop cher, etc., ou on est perçu comme des personnes qui vont faire durer les choses et sans vision business, alors que c'est pas vrai. Et donc j'ai décidé de lancer ça. Au début, c'était sur des citations, des choses qui pouvaient m'inspirer, et petit à petit, c'est aussi devenu sur la façon de manager, ce que j'ai appris après 19 ans sur ce qui marche pas, ce que j'ai envie d'insuffler, montrer aux entreprises et aux personnes qui me lisent que finalement, tout le monde essaye de faire quelque chose, de créer, d'innover. Il y a des fois, ça marche, et il y a des fois, ça crée énormément de problèmes, mais très souvent, c'était pas du tout anticipé. Je connais pas d'entreprise qui volontairement ont exposé des gens à un vrai danger sanitaire, à un risque de pollution. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images complotistes, notamment à cause des films, en fait, et un peu dans les médias, où tu as l'impression que l'horrible entreprise a essayé de faire ça volontairement, alors qu'en fait, c'est juste des erreurs ou du manque de connaissances. Moi, j'ai beaucoup fait des dossiers dans l'amiante. Oui, la réglementation l'autorisait. C'était une erreur. On a essayé en France aussi de faire une utilisation contrôlée dans les années 70. Aujourd'hui, on sait que c'était une erreur. Maintenant,
autorisés par le gouvernement. Les entreprises respectaient la réglementation applicable à l'époque. Est-ce que 30 ans plus tard, elles doivent être jugées responsables ? Bon, la jurisprudence estime que oui, dans beaucoup de cas. Mais moi, ce que je plaide, c'est qu'on est quand même en train de dire à des dirigeants, mais aussi à tous les salariés présents, les managers, des gens qui ne sont pas dans les grands comités de direction, qu'ils ont tué des gens exprès. Non, c'est pas possible d'entendre ce discours-là. C'est pas non plus possible d'engager des frais tels que potentiellement la société, aujourd'hui telle qu'elle existe et qui est complètement sans amiante, risque de fermer avec tous les emplois qui vont derrière, parce qu'il y a ce contentieux qui est impossible à gérer par rapport à une situation d'il y a 40 ans. Donc c'est des situations humaines très dures, mais il y a aussi une réalité qui est que si on arrête l'innovation, on va jamais aller plus loin. Les nanomatériaux, c'est un exemple, quand c'est sorti, où les nanomatériaux ont toujours été autour de nous. C'est comme les polluants éternels, hein, ça a toujours été là, sauf qu'on n'arrivait pas à les identifier, et on ne le savait pas. À partir du moment où ils ont été identifiés, il y a tout de suite eu cette crainte qu'il y aurait un problème pour la santé, pour les nanomatériaux. Et après, ça a commencé à être réglementé. Et aujourd'hui, par exemple, dans le domaine médical, les nanomatériaux aident notamment dans le développement de médicaments et de remèdes contre le cancer, un certain nombre de cancers. Donc finalement, si on prend que le côté négatif, et il faut y penser évidemment, et limite complotiste parfois, on perd potentiellement un aspect positif qui est dommage. Mais on est par rapport à des données scientifiques que les entreprises ne connaissaient pas à l'époque. Donc il faut travailler là-dessus. Et les entreprises, en tout cas, moi, c'est que celles avec qui je travaille, ont envie de travailler là-dessus. Elles prennent rien à la légère. Non, je pense qu'on le sait, ce sujet un peu du complotisme, mais même de manière générale de trouver le scoop, en fait, qui est un peu le problème des réseaux sociaux actuels, fait qu'on simplifie quand même beaucoup de choses, alors qu'en fait, c'est compliqué. C'est compliqué, la vie, quoi, c'est tout ce que je peux dire. Ouais. Et encore plus quand on est sur, comme là, tu le dis, des produits avec énormément d'ingrédients à l'intérieur, ou des technologies, en fait, qui font que c'est pas noir ou blanc, quoi, tout simplement. C'est ça. Sylvie, écoute, je te remercie 1000 fois pour tout ce que tu as partagé avec nous. Franchement, c'était passionnant et c'était un sacré challenge parce qu'on en rigolait un petit peu avant de faire cet épisode, mais quand même parler de contentieux d'une manière qui soit hyper pragmatique, intéressante, business, en fait, on ne penserait pas que c'est possible et je trouve que tu as relevé le défi avec brio, donc je te remercie 1000 fois. Si jamais des personnes qui nous écoutent sont dirigeants, travaillent dans des services juridiques, travaillent dans des grands groupes et se disent « Non, mais c'est vrai qu'il faut que je me fasse accompagner », quel est le meilleur moyen de te contacter, toi et ton équipe ? Tout simplement par email. Il y a notre site internet, Signature Litigation. On va sur votre site. Dessus, il y a toutes les informations. Et avec grand plaisir, on regardera le dossier, on analysera. En tout cas, comme tu l'as dit, il faut oser demander. En plus, on sait que vous avez des forfaits, donc tant qu'à faire, faut pas hésiter. Et moi, j'insiste dessus. Je pense pour toutes les personnes qui m'écoutent, et notamment des créateurs d'entreprises ou des personnes qui sont déjà assez avancées. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui sont des créateurs de marques, qui ont déjà des entreprises qui ont en fait pas mal d'expérience, tu vois, mais qui sont pas encore très structurées non plus, qui sont un peu dans cet entre-deux. Et je pense que c'est là, tu m'arrêtes si t'es pas d'accord, mais où c'est presque le plus dangereux parce que quand tu commences à avoir du succès, c'est là aussi que commencent à arriver les problèmes parce que c'est là où tu commences à être copié et c'est là aussi que les personnes te voient. Quand tu deviens visible, en fait, c'est là que quelqu'un, un client, une autre entreprise va commencer à se dire comment est-ce que je peux en tirer parti ou, même si c'est pas négatif, comment est-ce il va rentrer en contentieux avec toi. J'ai une autorité qui m'a régulièrement dit le problème avec votre client, c'est qu'elle se comporte comme une start-up alors qu'elle n'en est plus une. Intéressant. Et donc ça, c'est vraiment clé. Au début, effectivement, et même moi dans notre cabinet, au début, on était 10. Hein, c'est normal. Maintenant, on a quintuplé. Au début, on tatillonne, on fait les choses comme elles viennent. À un moment donné, quand on commence à atteindre un certain chiffre d'affaires ou une visibilité, qu'on est repris dans les réseaux sociaux, etc., il est attendu de la part à la fois des consommateurs, mais des autorités, des ONG, qu'il y a un vrai process derrière. Ouais. Et l'excuse du « je viens d'être monté » ou « le succès a été soudain » ne passe pas.
Ouais, et puis surtout, on n'a pas besoin non plus de faire 100 millions, si tu veux, pour s'intéresser à ces sujets. Enfin, ça vient beaucoup plus tôt que ça. Même quand tu commences à avoir des produits qui sont un peu visibles, et notamment sur les réseaux, tu sais que nous, notre premier sujet de contentieux, c'est quand on a fait notre première campagne d'affichage avec un chat rose. Donc, ça date quand même de 2014. La boîte avait 3 ans à l'époque. Du coup, on l'a pris en plein fouet parce qu'en fait, pour la première fois, on était médiatique. Et en fait, tout de suite, ça te tombe dessus. Et c'est là où j'en reviens à ce que tu disais. Il faut anticiper. Il faut, avant de commencer à faire des campagnes qui vont être médiatisées, en fait, juste s'assurer qu'on forme au minimum, en fait, pour ne pas avoir de gros problèmes derrière, parce que c'est tellement de temps gagné. Sylvie, je te remercie 1000 fois pour ton temps. Je te remercie pour tout ce que tu as vraiment partagé avec beaucoup de générosité. Et puis, je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent de se rendre compte qu'on a de la chance quand même, mais d'avoir des personnes comme toi qui se battent à leur côté pour les aider, en fait. Parce que c'est ça quand même le sujet, c'est que vous êtes vraiment partenaire finalement de vos clients. Oui, complètement ça. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi.